Salut tout le monde. Salut Catherine. On l'a fait parce que... Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Débrief politique de la semaine où on ne vous parlera pas du budget. C'est une Un première. débrief 100% sans budget. Ah ouais. Première fois depuis le début de l'année scolaire, depuis le début du mois de septembre. On voulait vous parler de revenir sur 3 sujets qui ont fait un peu l'actualité de la semaine. On va vous parler de Shein, l'ouverture donc d'un magasin, donc c'est écrit Shine, mais on dit Shein, un magasin de fast fashion au BHV, un grand magasin dans le centre-ville de Paris. On va vous parler de Jordan Bardella qui donc a sorti un bouquin plus, a fait une grande interview avec Darius Rochebain sur LCI. Mais d'abord, on voulait commencer par vous parler quand même de la bonne nouvelle de la semaine. C'est la victoire de Zoran Mamdani, le candidat démocrate qui s'affirme socialiste à la mairie de New York. Franchement, ça nous a fait beaucoup de bien. J'imagine qu'à vous aussi, tu vois, on se dit genre, ah, enfin il se passe quelque chose, enfin on gagne, enfin genre il y a un truc bien qui se passe. Et en plus ça se passe dans l'Amérique de Donald Trump, qui est particulièrement déchiré par des haines, de la violence, qui est attisée par le président américain. Et donc à l'intérieur de ça, dans la capitale économique de ce pays, dans la capitale économique du capitalisme, il y a un candidat socialiste qui remporte la mairie. Donc ça fait du bien. Toi, tu l'as vu comment, Catherine ? Ah bah, comme nous tous, je pense qu'on était très contents de se dire que y a les manifestants No Kings qui essayent de tenir debout. Il y a un certain nombre d'acteurs aux États-Unis des élus, des juges, des universités, des universitaires, des étudiants qui essayent de tenir tête. Mais là, il y a quand même, comme tu viens de le dire, une des plus grandes villes américaines. Je ne sais pas si ce n'est pas la première, je sais pas, enfin bon, j'en sais rien, mais bon, bref. En tout cas, tout à fait emblématique des États-Unis. Et c'est un signal politique super fort qui a été relativisé beaucoup en France par les commentateurs. Ça m'a vraiment sidéré de voir à quel point il y a eu beaucoup de commentaires pour relativiser l'importance de cette victoire de 2 manières. La première, c'est pour dire que, bon, de toute façon, New York, ça a toujours été une ville démocrate, donc il n'y a pas rien de neuf sous le soleil. Premier type d'entrée sur le commentaire. Deuxième type d'entrée, c'est quand même un mec un peu suspect, quoi, on va dire. Hein. Alors, bon, communiste, ils n'osent pas dire ça, qu'il est suspect d'être communiste, mais ce qu'ils disent beaucoup, c'est il est suspecté d'être antisémite, pas clair, etc., etc., et qu'il va falloir suivre ça avec attention. Je trouve ça vraiment préoccupant que les réactions et les commentaires qui se sont propagés dans le monde médiatico-politique en dehors de la gauche qui n'a pas du tout réagi de cette manière, mais même des éditorialistes dits de gauche ont plutôt essayé de doucher nos ardeurs pour dire non mais c'est pas grand-chose. Alors déjà, je trouve que c'est quand même... il faut rappeler que ce monsieur, il a quand même réussi à battre 8 autres candidats à la primaire démocrate, qu'il a donc gagné cette primaire, que Cuomo, qui était le gouverneur de l'État, qui a été sèchement battu, a décidé de se maintenir avec l'appui d'un certain nombre de dignitaires, de caciques du Parti démocrate et des milliardaires et de Donald Trump lui-même, et que Donald Trump lui-même a fait une pression de dingue jusqu'au dernier moment en appelant les Juifs à ne pas voter pour cet islamiste et en menaçant de couper les vivres à la ville de New York, tous les fonds fédéraux, et de mettre Mamdani en prison. Donc et d'envoyer la garde nationale à New York. Comment ? Et d'envoyer la garde nationale à New York. Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, malgré toutes ces pressions, il est parvenu à se faire élire. Donc, c'est quand même
quelque chose de significatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas battu, il n'avait pas un chemin pavé de roses à l'origine. Donc sa victoire est une vraie victoire politique, un vrai combat politique qu'il a emporté sur une ligne politique qui mérite d'être regardée. On en parle après. Ouais, on va en parler de cette ligne politique, mais d'abord, c'est vrai que la victoire de Mamdani est un symbole, je disais, dans une Amérique qui est genre, qu'on a l'impression remplie de haine et de violence. Et moi, je vais te dire, c'est la décontraction et la facilité en fait qu'il avait d'assumer en fait d'être de gauche, d'être un musulman qui se battait pour que sa ville soit abordable contre les milliardaires et qui allait genre à la fois dans les mosquées et les boîtes gays et que en fait il était à l'aise à peu près partout et c'était simple, tu vois. Beaucoup dans le métro aussi. Et beaucoup dans le métro, bien sûr. Non, mais dans le métro, il a fait les lieux de travail, etc. Enfin, tu vois, il y avait une espèce d'évidence, en fait, dans sa proposition politique, malgré les attaques, comme tu l'as rappelé, de beaucoup de gens coalisés contre lui. Il y avait une évidence, en fait, que c'est possible. Enfin, moi, quand je vois la victoire de Mamdani, je me dis, merde, en fait, il est possible, en fait, d'être genre un musulman progressiste qui se bat pour les droits des personnes, à la fois au niveau individuel, pour leur émancipation, et pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions, tu vois. Chose que, genre, je m'étais dit, genre, dans la France, dans le monde dans lequel on vit, parfois je me dis c'est impossible, en fait, on n'y arrivera plus, tu vois, on n'arrivera plus, en fait, à faire de ces combats-là, tous en même temps, tu vois, franchement, en France, parfois on nous demande de choisir, hein. On nous dit, attends, tu dois choisir, hein. C'est soit les luttes identitaires, soit les questions sociales, soit les machins, tu vois. T'es sur ça, d'accord. Oui, on nous demande de nous séparer. Lui, il était là, il naviguait entre tout, et genre, honnêtement, avec une évidence, moi c'est ça que je vois, c'est que son discours était simple, pas simpliste, hein, mais simple, compréhensible et honnêtement, et c'est pour ça que l'ensemble de la gauche française a dit était heureuse en fait de le voir triompher. C'est parce qu'on s'est dit genre en fait ce type de proposition politique parfaitement incarnée peut gagner, tu vois. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la modernité de la communication de Mamdani, qui est tout à fait exacte. J'ai trouvé qu'on a lu quelques articles sur notamment la manière qu'il a eu de détourner les codes de la communication new-yorkaise. Par exemple, vous savez, à New York, ils ont des petites cartes de métro qui sont grandes comme ça, biseautées, et elles font jaune avec écrit métro, je crois, en bleu dessus en diagonale. Bon, il a repris cette carte et il a marqué Zoran dessus. Il se fait appeler Zoran, hein. Mamdani non, mais son prénom est devenu vraiment la manière de le repérer. Donc il a repris les codes de la culture urbaine new-yorkaise. Et on a beaucoup insisté sur aussi sa façon d'investir les réseaux sociaux, etc. Moi, ce que j'ai envie de retenir beaucoup, c'est il n'est pas le premier. Bernie Sanders l'avait déjà fait, de mobiliser vraiment les électeurs pour lui apporter des moyens financiers, notamment des petits dons, je me rappelle de ça, ils disaient 10-15 dollars pour ma campagne. Et Barack Obama également avait beaucoup mobilisé les militants pour faire du porte-à-porte. Bon, Mamdani dit qu'il y a eu 1 million et demi de portes qui ont été toquées et ouvertes pour sa campagne. Il a fait 2 millions de voix, donc probablement que ça compte un tout petit peu, cette mobilisation militante. Donc voilà, il a réussi parce qu'il il était en adéquation dans sa forme, sa façon d'être, ce que tu viens de raconter, être à l'aise dans tous les lieux qui font New York, les petites bakeries, etc., le métro, les entreprises et tout. Il a parlé des choses qui concernent tout le monde. Il l'a fait dans des codes nouveaux et des codes de communication qui n'ont rien à voir avec les codes classiques qui mobilisent en général le bleu, blanc, rouge du drapeau américain et les étoiles américaines. Donc il a complètement rompu avec tout ça, il s'est mis dans la modernité urbaine et il y est allé comme ça. Et il a fait appel
à tout un chacun pour le soutenir, donner de l'argent, faire du porte-à-porte, etc. Et c'est la conjonction de ce discours et de ces formes d'expression ou de mobilisation qui lui ont assuré son succès. Alors, il avait un programme qui tournait autour de 3 axes principaux, qui étaient la question du logement. C'était vraiment une question très très importante, la question du logement abordable, qui est une catastrophe à New York. Je disais dans un article de Mediapart qu'il était très compliqué d'avoir même un petit 2 pièces dans tous les quartiers de New York à moins de 1100 $. C'est même presque impossible. Donc c'est c'est une vraie question qui empoisonne la vie de beaucoup de New-Yorkais et de New-Yorkaises. Il y a la question des transports gratuits, parce que le coût du transport aux États-Unis et à New York en particulier, c'est très cher. Parfois on s'en rend pas compte pour les gens qui vivent par exemple en Île-de-France. Nous, la RATP et la SNCF qui assurent les trajets en RER et métro et bus, on trouve que c'est cher. Mais alors, quand on va dans d'autres villes, par exemple européennes, on se dit oh là 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 là, nous c'est pas cher, tu vois. Enfin, là-bas, quand tu vas à New York, à Londres par exemple, prendre le métro, c'est 5 balles, tu vois. Genre, non mais à Berlin aussi, enfin tout est plus cher. Donc nous, on a c'est beaucoup moins cher, et à New York, voilà, je pense que ces standards-là, c'est plus vers ce vers quoi veut aller Zohran Mamdani, donc le logement, le transport, et la dernière question, c'est la question de l'éducation, notamment des plus petits, donc à la fois les crèches et les écoles, il y a un gros problème, il y a une pénurie à la fois de places, et ça coûte très cher. Et donc lui, il dit, je vais mettre en place des crèches publiques, en gros, enfin, de la ville, pour assurer, en fait, dès la petite enfance, aux jeunes enfants, un endroit en fait, où ils peuvent être et s'éduquer. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je parlais des différentes identités. J'ai interviewé Tristan Cabello, qui est un historien qui est prof à l'université de Johns Hopkins en Midinal. Ouais, donc vous pouvez l'écouter sur le site. Ouais. Et donc, Tristan Cabello, je lui dis voilà, est-ce qu'il a vraiment mis de côté en fait la question identitaire ou je sais pas. Et Tristan Cabello me répond, bah non, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est adressé, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, aux différentes communautés. Donc, il est allé par exemple, dans des boîtes gays, genre le dernier week-end avant l'élection. Il a fait des clips en espagnol, en arabe, etc. Donc, dans les différentes langues. Mais lorsqu'il s'est adressé, lorsqu'il s'est adressé à ces différentes communautés, il ne leur a pas parlé, il ne les a pas flattés en fait dans leur identité. Il n'est pas allé les chercher en fait sur le terrain de leur identité. Il leur a parlé en tant que travailleurs et travailleuses, il les a parlé en tant que New-Yorkais et New-Yorkaises, et il leur a décliné en fait avec encore une fois une évidence que moi je trouve belle. Il leur a parlé des 3 sujets que j'ai rappelés. Et c'est sa façon en fait à lui en fait de faire de la politique et de faire de toutes ces différentes identités, tu vois, un seul tissu, un seul peuple, en l'occurrence le peuple new-yorkais. Enfin, je sais pas si on peut dire peuple new-yorkais, mais en fait un seul groupe, le groupe new-yorkais, quoi. Et c'est vrai que c'est très très fort parce que ça a très bien marché. Et je reviens à ce que tu disais sur la droite et les éditorialistes, tu vois, qui ont attaqué Mamdani. Eux, c'est pas des éditorialistes de droite, c'est des éditorialistes de gauche. Aussi. Eux, ils ont réduit, en fait, Mamdani à son identité, en fait. En fait, ce qui leur pose le plus de problème, c'est qu'ils soient musulmans, et genre, ils sont obsédés et pro-palestiniens, exactement. Enfin, et donc, ils font des liens entre les deux, tu vois, genre, du coup, t'es musulman pro-palestinien, est-ce que tu sais pas un peu islamiste? Et est-ce que finalement, t'as pas applaudi le truc, vous l'avez pas vu parce que, j'imagine que vous l'avez pas vu, peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Tristan Banon qui a fait un post. Qui est une éditorialiste à Franc-Tireur. Voilà, donc Franc-Tireur, ça c'est le journal de Caroline Fourès, de Raphaël Enthoven, enfin c'est voilà. Et donc elle a fait un post dans lequel elle a mis en parallèle l'attaque contre les tours du 11 septembre et l'élection de Mamdani. C'est-à-dire qu'en fait, la deuxième déflagration, la réplique
On a oublié. Voilà, on a oublié. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait un lien entre les deux et elle présente l'élection de Mamdani comme étant la réplique des attaques des tours du 11 septembre. C'est-à-dire que c'est quand même, elle est allée au max. Alors, elle a retiré après son tweet parce qu'elle a compris qu'elle avait un tout petit peu mordu le trait. Mais ceci étant, moi, je n'ai pas fait de démission d'endroit où on ait parlé, où la question de la suspicion à l'écart de Mamdani parce qu'il est musulman n'a pas été évoquée. C'est assez insupportable. C'est totalement insupportable. Ce que je voulais dire sur les promesses de Mamdani, maintenant, je pense qu'il a affirmé une autre position par rapport à la direction du Parti démocrate, qui ne dit rien, qui est complètement effondré d'avoir perdu cette élection imperdable face à un type qui normalement a été condamné par la justice, a fait une tentative de coup d'État, donc l'élection qu'ils n'auraient pas dû perdre, ils l'ont perdue et le Parti démocrate ne se remet pas de ça. Donc Mamdani a représenté une réponse politique digne, debout, affirmant des valeurs de gauche. Maintenant, on va voir comment il va s'en sortir parce que régler la question du logement à New York, je veux dire, à Paris, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de terrain disponible pour construire du logement. À New York, peut-être encore moins. Donc en fait, sa promesse de geler les loyers, c'est même pas comme chez nous en France où il y a des grandes métropoles qui ont plafonné tous les loyers. Là, ça concernerait simplement les loyers des logements sociaux qu'il veut limiter. Ensuite, les bus gratuits, c'est pas tous les bus de New York, mais c'est plutôt l'équivalent d'un système de transport municipal qui serait complémentaire. Voilà. Pour ce qui concerne les épiceries qui seraient moins chères pour permettre aux gens de se nourrir, c'est un peu l'équivalent de nos épiceries solidaires. Ils proposent d'en créer 5 dans New York. Donc c'est quand même une ville de 12 millions d'habitants, New York. Donc il faut quand même il faut relativiser. On est très 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 loin d'être dans une radicalité des propositions et le capitalisme ne va pas s'effondrer à New York, pas demain matin en tout cas. Voilà. Donc d'autant que, comme tu l'as dit, en face, ça va être très très agressif. C'est-à-dire que genre Donald Trump, il n'a pas dit son dernier mot. Et puis, comme on sait, le peu de cas qu'il fait des questions démocratiques, des questions du respect des institutions, etc. Enfin, on imagine en fait qu'il peut faire n'importe quoi. Tristan Cabello, l'historien à Johns Hopkins, me disait, il a même dit qu'il avait peur pour la vie de Zohran Mamdani. Bah oui, c'est ce que toi tu m'as dit ça l'autre jour. Ouais, j'ai peur qu'il le tue, quoi. Franchement, ils sont à un niveau de dinguerie. Donc ça, c'est la première chose. J'ai vu qu'il y a 50 Cent, le rappeur, qui a annoncé qu'il partait de New York parce qu'il veut mettre une taxe. Mamdani dans le package, il veut mettre une taxe, et donc 50 Cent, donc un rappeur très fortuné, un entrepreneur en fait, considère que c'est vraiment insupportable, et donc il se barre. Je racontais un truc sur ça parce que ça m'a bien intéressé. Il y a la gouverneure de New York qui est une femme démocrate qui va avoir son élection remise en jeu l'année prochaine, je crois, et qui est intervenue au dernier meeting de Mamdani. Elle est plutôt de l'establishment démocrate, c'est-à-dire pas de bruit, pas d'odeur, pas de saveur, et elle veut se faire réélire gouverneur, et elle vient apporter le dernier meeting, elle vient apporter son soutien à Mamdani. Donc tu as toute la foule qui est là et qui gueule tax the rich, et il y a Mamdani qui sent le truc un peu tourné vinaigre pour la dame, et puis qui pense que c'est pas de bon augure que de se mettre en guerre avec elle, donc il monte sur la scène, il lui prend le bras comme ça pour la soulever, et il la fait sortir sous les applaudissements. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'en fait Mamdani, pour faire sa politique, il va avoir besoin de lever de l'impôt, et l'impôt ne pourra pas être augmenté ou levé sans l'accord de cette dame. Donc d'une certaine manière, il se met en situation politique de mener le combat pour pouvoir lever les impôts vis-à-vis de cette dame qui aura besoin en retour de son soutien politique à lui. Donc en gros, il lui dit, écoute, tu auras mon soutien
si tu m'aides aussi à faire que à New York, on fasse une inflexion dans la politique municipale. Dernier point peut-être, mardi, donc il y a eu cette élection de Mamdani, mais ce n'était pas les seules élections aux États-Unis, il y en a eu plusieurs autres, notamment il y a eu l'élection de 2 gouverneurs en Virginie et dans le New Jersey, et dans ces 2 États, c'est les démocrates qui l'ont emporté, et c'est des démocrates qui viennent plutôt de l'establishment, qui ne sont pas du coup totalement alignés sur... Et elles ont bien gagné, ces 2 femmes. D'ailleurs, il y en a une qui vient de la CIA, l'autre qui vient de l'armée. C'est ça leur curriculum vitae. Et elles ont toutes les 2 gagné sur des lignes qui étaient vraiment très modérées. En Californie, il y a eu aussi un vote important qui a tourné un peu au plébiscite du gouverneur Newsom, Gavin Newsom, qui est depuis l'élection de Donald Trump très en vue parce qu'il il se met vraiment, il dit c'est moi l'opposant principal à Donald Trump. En plus, il est le gouverneur d'un des plus gros États américains, celui qui fait le plus de richesses, etc. Donc, il a les moyens en fait de mener ce combat. Et c'est un modéré. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... Très modéré. C'est très modéré. On n'est pas sur la ligne Mamdani, en fait, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut pas croire, en fait, que l'affaire est faite aux États-Unis. Le Parti démocrate a complètement changé de cap, loin de là. Surtout que j'ai commencé à lire, en fait, ce qui se disait dans les journaux démocrates de New Jersey et de Virginie, et que m'a envoyé Tristan Cabello. C'est pour ça que j'ai lu les articles. Et donc ces journaux démocrates commencent à dire ouais voilà, bah, nous en fait on a cette ligne là dans ces deux États. On n'est pas comme New York. De toute façon, New York ça n'a jamais été les États-Unis. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se dit aux États-Unis. Tu vois, New York c'est pas les États-Unis. New York c'est une sociologie, c'est une population à part entière avec ses codes, avec son histoire particulière, etc. Oui, donc, non mais Bernie Sanders, malgré tout, avait fait de beaux résultats dans les primaires démocrates. Donc le Parti démocrate n'est pas homogène et unanime. Exactement. Et il n'a pas fait ses résultats que dans l'État de New York ou même que dans la ville de New York. D'ailleurs, Sanders, il est élu dans le Vermont. Oui, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le Parti démocrate est extrêmement divisé. Au moins autant que notre parti socialiste à nous, dans 2 orientations qui s'affrontent là en ce moment. C'est clair que Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez et Ocasio-Cortez et Zoran Mamdani, tu vois, je ne vais pas y arriver, ont remporté une victoire politique très importante. Maintenant, il va falloir qu'ils le traduisent dans des politiques pratiques. C'est la première fois qu'ils vont pouvoir vraiment le faire. Et la suite de l'histoire, c'est quand même que ce mouvement-là grossisse. Mais ce qui s'est produit notamment dans les universités autour de la question palestinienne et l'analyse que fait une partie notamment des jeunes démocrates américains, c'est que l'establishment démocrate, ça ne va pas du tout et qu'il faut faire une politique plus à gauche. C'est quand même... Là, il y a un débat politique, un conflit politique à l'intérieur du Parti démocrate qui va monter en puissance et en intérêt, à mon avis. Deuxième sujet, Jordan Bardella, notre petit putschiste français, qui continue en fait de construire son sillon pour aller vers la présidentielle 2027 à mesure que la perspective que Marine Le Pen puisse être candidate s'amenuise. On rappelle qu'elle est enferrée sous les affaires. Bon, enfin, on va voir ce que donner son appel. Non, moi j'y crois pas trop, mais personne n'y croit. Mais d'ailleurs, je pense que, y compris au sein du Rassemblement national, il y a de moins en moins de gens en fait qui pensent qu'elle pourra se représenter, enfin que le jugement va être cassé en appel. Donc, Jordan Bardella
sort un livre. Après Ce que je cherche, il y a 2 ans, voici qu'il sort Ce que veulent les Français, toujours chez Fayard, les éditions de Bolloré. Il fait une tournée à la fois en France et dans les médias pour parler de son bouquin, et il a notamment donné une grande interview à LCI, à Darius Rochebin sur LCI, dans lequel il développe sa vision du monde, de la France, en gros ce qu'il imagine être le peuple français et comment lui, il se positionne politiquement par rapport à ces dynamiques-là. Et c'est assez flippant. Carrément. Je t'en prie. Oui. Moi, je me suis farcie d'écouter les grands entretiens. Alors, un truc assez marrant, Pablo et moi, on a voulu acheter le livre de Bardella pour le lire avant pour pouvoir en parler en... Non, pour être tout à fait précis, on ne voulait pas l'acheter. Moi, je voulais aller le feuilleter dans une librairie, ce qui est voilà, pas exactement la même chose, sans l'acheter. Figurez-vous que dans l'Est parisien, il n'y en a pas. On ne peut pas Non. trouver dans les librairies autour de nous. Ouais. Mais je l'avais déjà eu ce problème avec Édouard Philippe. Quand j'avais voulu, ce que j'ai fini par faire, acheter le bouquin d'Édouard Philippe, il n'était pas disponible dans les librairies de l'Est parisien. Enfin, nous, on peut le commander, hein, mais bon, on l'a porté. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire qu'on n'a pas lu son livre, mais qu'en revanche, on a lu les articles sur son livre, mais surtout, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai écouté en longueur les grands entretiens qu'il a donnés, et il en a donné un à The Economist, il en a donné un à LCI Darius Rochebin, et un sur BFM, une soirée spéciale sur BFM. Moi, ce qui m'a frappé dans cette série d'entretiens que je me suis farcie d'écouter ou de lire, d'abord, c'est que c'est certes pas un grand technicien, c'est souvent assez général ce qu'il raconte, il n'est pas le seul. En politique, il n'est pas le seul, et je vais vous dire franchement, en plus je ne lui fais pas ce reproche-là, parce que pour moi, ce qui m'importe, c'est pas d'avoir des hauts fonctionnaires de Bercy qui soient présents devant nous, c'est savoir quelle est l'orientation politique qu'il entend conduire. Et de ce point de vue, j'ai trouvé que c'était une certaine maturité dans ce qu'il exprimait, c'est-à-dire maturité au sens où il y avait beaucoup de sujets qui étaient embrassés dans son discours. Donc, il ne faut pas le prendre pour un abo, hein, ce monsieur, et c'est assez cohérent. Dans une voie qui, à mon avis, n'est pas gagnée-gagnée. C'est-à-dire que, contrairement à Marine Le Pen, qui fait attention de ne pas décrocher avec l'état d'esprit moyen de notre société, qui, par exemple, elle a bien fait attention de ne pas participer et que le Rassemblement national ne s'associe pas aux manifestations contre le mariage homosexuel, par exemple. Le mariage pour tous, qu'elle-même s'affiche assez volontiers comme étant une femme divorcée, élevant ses enfants. Enfin, elle incarne une certaine modernité dans sa façon d'être, de vivre, et en lien avec un état de la société française. Jordan Bardella, lui, il joue véritablement tout à fait sur un autre registre, qui est un registre d'ordre, un registre dans lequel il affiche, par exemple, dans un des entretiens, qu'il veut faire de la France, le pays le plus répressif. Répressif. Le mot qu'il emploie, c'est « je veux faire le pays le plus répressif ». Donc il répète « je suis pro-armée, pro-police, pro-justice, pro-je sais pas quoi », enfin pro-prison, enfin voilà, il s'exprime dans ces termes. Donc il n'hésite pas à être véritablement du côté de la norme normative, enfin, et sa façon de s'habiller, de parler. Alors, il est ridicule, enfin, moi, ça me choque d'entendre un mec qui parle de lui-même dans plusieurs entretiens. Hein. Il parle de lui-même à plusieurs reprises comme étant un homme élégant et courtois. Je veux dire, c'est choquant de vanité, Enfin bon, bref, mais en tout cas, il exprime le mot courtois et élégant
c'est quand même extrêmement normatif aussi, quoi. C'est-à-dire que ça renvoie à une certaine... La courtoisie, c'est pas le mot que tout un chacun emploie tous les jours, ça renvoie à des valeurs relativement traditionnelles, de la même façon que l'élégance. C'est-à-dire que il dit pas qu'il est poli, qui serait le mot que l'on emploierait les uns et les autres, il dit pas qu'il respecte ses adversaires politiques, il emploie un vocabulaire et une attitude qui est extrêmement ancré dans un imaginaire traditionnaliste. Ce qui marie en même temps avec le fait qu'il fait des jeux vidéo, qu'il va à la salle pour se faire des biscottos et qu'il est un bon TikToker. Donc il a à la fois ce côté moderne d'un homme de sa génération et en même temps il s'habille avec des costumes. Alors ça m'a frappé parce qu'il a des costumes un peu trop larges et des lunettes en écaille, exactement comme l'était Chirac dans les années 80, au moment où Chirac était dans son délire, je veux être beau gosse. Pas beau gosse, je veux représenter la droite libérale. Chirac a eu un délire libéral dans les années 80, plus libéral que lui, tu pouvais pas, et l'autre là, il est vraiment presque de la même, fabriqué de la même manière. Mais en tout cas, du point de vue de son identité, il se réfère à quelque chose d'extrêmement normatif. Et par ailleurs, il renvoie à un discours d'ordre. Un discours qui est, alors pour moi, j'étais sidérée vraiment des références fascistes explicites, quand par exemple il dit qu'il faut arrêter de subventionner les sciences molles à propos des sciences humaines et qu'il faut, dès le collège, orienter les enfants vers le travail manuel. Et de la terre. Non, le travail manuel. Il l'a dit dans une autre interview. Ah bon? Il a déjà dit le travail de la terre. Voilà, donc tu te dis, c'est-à-dire que pas trop de choses dans la tête, pas trop de complexité, pas trop de culture. Moi, je suis tout pour le travail manuel, j'en fais, ça fait aussi un peu partie de mon métier, mais je trouve ça très choquant de l'opposer au fait qu'on forme les enfants à une culture générale. Donc là, lui, il le distingue bien comme ça. Et puis alors, ce qui m'a suffoqué, et ça met du temps un peu à rentrer, mais là, les gens commencent à l'avoir entendu. Dans l'entretien avec Darius Rochebin, il développe la politique sur l'immigration. Et il dit qu'il est contre le droit du sol en France, que l'identité française, ça s'hérite ou ça se mérite, hein, c'est ça leur slogan, donc contre le fait de devenir français parce qu'on est en France et contre le fait de naturaliser largement les Français, il faut qu'ils le méritent, donc il remet en cause le droit du sol qui est quand même constitutif de la France depuis des siècles et des siècles. Et il dit qu'il veut faire un référendum sur l'immigration. Alors Darius Rochebin lui dit, vous savez bien que le Conseil constitutionnel va vous le retoquer. Et il dit, ça fait rien, on passera outre la décision du Conseil constitutionnel. Alors Darius Rochebin lui dit, mais si vous faites ça, vous savez que vous allez mettre le pays à feu et à sang, qu'il va y avoir des millions de gens dans les rues qui vont manifester contre ça. Il dit, c'est pas grave, on assume. C'est-à-dire qu'il assume qu'il ira contre les institutions, et il assume qu'il ira à l'affrontement sur ce sujet-là. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu as dit, on va parler du putschiste. Oui, c'est vraiment un putschiste, ce type. C'est vraiment un type, vraiment un facho. Il est même pas comme, je sais pas moi, Chenu, il vient des LR, Tanguy, il vient de chez Dupont-Aignan. C'est des gens qui ont été formés dans d'autres espaces politiques, qui avaient une autre culture, un peu aussi issue d'une tradition républicaine. Ils ont viré de plus en plus à droite et ils considèrent que la question de l'identité nationale est très importante et qu'il faut la préserver, qu'il faut foutre les étrangers dehors, qu'ils n'ont pas rien à faire ici, etc. Enfin, ils ont un fond de sauce raciste qu'ils ont endossé. Mais lui, en fait, il n'a pas ce fond de sauce. Il a ce fond de sauce racisme, il n'a pas cet arrière-plan républicain. C'est vraiment
un anti-républicain assumé qui le dit de façon, puis alors avec son beau sourire, comme ça, tu sais, avec ces fossettes là, qui donnerait le bon Dieu sans confession. Il est extrêmement non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait on a tous pensé que c'était le plan B et donc la pâle doublure de Marine Le Pen. Ben, c'est pas la pâle doublure de Marine Le Pen. Il est super dangereux. Il est super dangereux et en cela, moi je suis d'accord, c'est pas du tout un plan B. Moi je pense qu'il faut faire très attention à. J'ai vu en fait des analyses, notamment de gauche, voilà, son bouquin, ses sorties, etc. De gens qui se moquaient de lui en disant il chie de Chateaubriand alors qu'il a jamais lu Chateaubriand. Bah, évidemment qu'il a pas lu Chateaubriand. Exactement. Bon. Surtout que c'est pas ça. La question qui lui est posée, c'est genre les auteurs de la littérature française et il répond bien sûr Chateaubriand, tu vois. Du genre il a déjà tout lu. Non, et il dit ça, il dit le meilleur auteur français, c'est-à-dire que monsieur Jordan Bardella peut se permettre d'avoir un point de vue englobant et général sur la littérature française. Donc, n'importe quoi. Mais se concentrer là-dessus et imaginer que parce qu'il s'est foutu une paire de lunettes et qu'il a des costumes à épaulettes, il n'est qu'une façade superficielle, en fait, il n'a qu'à proposer de la superficialité à l'extrême droite. Je pense que c'est se tromper. Et moi, j'inscris tout ce que tu as dit dans aussi la mutation profonde de l'extrême droite au niveau mondial. C'est-à-dire que son anti-républicanisme, cette façon en fait de parler avec beaucoup de mépris finalement du respect de nos institutions, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, en fait c'est aussi parce qu'il y a des gens qui lui donnent l'exemple à travers le monde. On pense notamment à Javier Milei en Argentine qui a donc été élu et qui en plus a gagné les élections de mi-mandat législatives. On pense à Donald Trump qui a absolument rien à foutre en fait de toutes les décisions, de toutes les règles, de toutes les rapports de force entre les institutions, de Viktor Orban exactement, qui joue à peu près le même rôle, manipule en fait aussi les institutions hongroises. Donc en fait il voit tout ça et il se dit bon bah en fait c'est ça l'extrême droite aujourd'hui. Et donc moi je pense que le fait, alors c'est opportun entre guillemets le fait que Marine Le Pen soit écartée puisque c'est pour des affaires qui n'ont, enfin voilà, c'est pas un choix du Rassemblement National que de passer de Marine Le Pen à Jordan Bardella, mais finalement ça dit quelque chose en fait de c'est une mutation quoi, c'est le Pokémon qui évolue et qui change effectivement de forme. Moi je serais bien, je dirais pas que genre il y en a un qui est plus dangereux que l'autre ou un moins dangereux que l'autre, mais je vois bien que genre il y a un changement enfin, et c'est pas que sur la question de effectivement on a tendance aussi à réduire Jordan Bardella, d'ailleurs je l'ai fait parfois, à dire ah ben c'est celui qui parle aux entreprises, c'est vrai aussi, et ce qui est vrai aussi exactement, mais il faut pas le réduire à ça. Exactement. Genre, vraiment parce que moi vraiment je pense que d'ailleurs tout à l'heure c'est intéressant, on parlait de Mamdani et de sa victoire à New York et aussi de la façon dont la gauche française, par exemple, a été contente en fait de voir Mamdani gagner. Je pense qu'il y a moins de liens consubstantiels entre ce socialiste américain new-yorkais et la gauche française qu'entre les extrêmes droites mondiales, qui elles sont en train de fonctionner en fait en même temps, qui produisent de la doctrine en même temps, qui s'appuient en fait sur le même, qui maintenant sont en train de créer un substrat commun, parce que tu as des gens, genre Heritage, la fondation Heritage, etc., qui pondent en fait des substrats pour le monde entier, et que tout le monde vient piocher dedans, tu vois, enfin, cette question du christianisme, cette question de c'est quoi un homme blanc, cette question de genre la propriété privée et la réussite, etc. Et en fait, ils viennent tous piocher dans ce truc commun, mais qui est très très puissant. Donc il y a un mouvement commun de cette extrême droite. Et c'est à ce niveau-là, je pense aussi qu'il va falloir la combattre. Alors, j'ai lu un article dans Le Monde, un interview d'Olivier Roy, pour écrire la newsletter, donc j'ai relu un peu des trucs qui avaient été écrits sur l'extrême droite récemment, et Olivier Roy fait un entretien que j'ai trouvé intéressant, dans lequel il dit, et ça me semblait aller bien avec ce que je disais sur Marine Le Pen, il dit il n'y a pas de lien entre, il n'y a pas de victoire de l'extrême droite qui s'appuie sur une vision rétrograde, notamment chrétienne, c'est pas sur la base de la référence à l'histoire chrétienne que l'extrême droite progresse. C'est pas ça qui fait sa force.
Donc ça, je le vois très bien chez Marine Le Pen, ce que je disais tout à l'heure. Je trouvais que c'était un peu moins vrai pour Meloni, qui elle se présente comme une donna, una cristiana et una madre et tout ça. Donc elle, je la trouve beaucoup plus dans un référentiel classique conservateur et chrétien. Quant à Jordan Bardella, je pense qu'il est en effet plus ambigu que ça pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il manie des références culturelles qui sont de son temps. C'est pas parce qu'il nous parle Chateaubriand que tout le monde est mort de rire et qu'on sait très bien que s'il veut nous parler des jeux vidéo, on va l'écouter, mais s'il veut nous parler de littérature, on va passer notre chemin. Donc il est un garçon qui manipule la culture de son époque, qui connaît, qu'il pratique. Et que je trouve qu'en ce sens, il est plus aussi en lien avec l'extrême droite, par exemple, américaine, qui elle-même est double, hein, parce qu'il y a une partie des évangélistes, etc., qui soutiennent Trump, mais dans l'extrême droite américaine, il y a une partie qui est assez moderne. Trump lui-même étant assez moderne. Voilà. Et l'autre chose qui me semble, c'est que, bizarrement, je ne crois pas du tout que ce soit un théoricien, mais je pense que c'est un doctrinaire, Bardella, plus que Marine Le Pen, qui est plus une politique. Marine Le Pen, ils ont tous les deux des convictions d'extrême droite, il n'y a aucun doute sur le sujet, mais elle est davantage en réflexion sur l'espace politique, la manière de faire grandir ses idées dans la population, et c'est pour ça qu'elle se méfie beaucoup, par exemple, de l'histoire de l'alliance avec les droites. Je pense qu'elle pense encore comme son père, qui disait en gros un RN qui ressemble au LR n'a pas d'avenir. Enfin, et si le RN ressemble au LR, mais ils feront 5%, basta. C'est pas le point de vue de Jordan Bardella qui lui dit l'union des droites, j'en parle pas. Il le dit comme ça à un moment donné, il dit l'union des droites, j'en parle pas, mais je la fais. Et il l'a fait notamment, et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est son alter ego dans LR, c'est Xavier Bellamy, François-Xavier Bellamy, qui est donc ce prof de philo devenu le vice-président des LR, le bras droit de Retailleau, le président du groupe au Parlement européen, et qui est alors lui aussi un vrai doctrinaire. Et en fait, je pense que ce sont des doctrinaires, ces deux-là, quoi. Tu vois, qui, voilà. Et en ce sens, c'est un petit peu différent de Marine Le Pen. C'est peut-être, à mon avis, moi je pense que c'est une faiblesse pour lui, il n'a pas de sens politique, il n'a pas d'expérience politique en fait, en dehors d'avoir été élu au Parlement européen à 23 ans, quoi. Et donc ça lui fait un peu défaut, mais il sait où il va, quoi. Voilà, c'est pas un homme creux, voilà, c'est pas une chic molle, mais c'est probablement une difficulté, un point de faiblesse, à mon avis, dans ce que je comprends, c'est qu'il semble beaucoup moins, à mon avis, la société. Il a trop peu d'expérience sociale, en fait, ce type. Il n'a jamais travaillé, il n'a jamais milité, et dès qu'il est né, hop, pouf, on l'a mis vice-président, et puis député, et puis je sais pas quoi. Donc il a une expérience politique assez réduite, en fait, et une expérience personnelle et sociale. Et il a 30 ans, on ne va pas lui faire le reproche d'avoir 30 ans, mais quand tu as 30 ans, tu as moins vécu que quand on a 50 ou 60, quoi. Dernier sujet qu'on voulait aborder, la question du plaisir. Non, on voulait. Il y avait deux. Ça donne envie. Hein. Alors, tiens, comme ça. Vous voulez plaisir, n'est-ce pas? Non, il y a deux sujets cette semaine qui nous ont un peu fait tilter. Enfin, c'est d'abord il y a eu l'ouverture donc de ce magasin qui était auparavant c'était une plateforme qui s'appelle Shein, alors c'est écrit Shine mais c'est dit Shein, une plateforme chinoise. Vas-y, abrège parce que tout le monde est au courant. Hein. Oui, tout le monde est au courant. Bon, ok, dans le BHV à Paris. Ok, ça il y a eu mercredi.
Et puis, il y a eu aussi une polémique, mais alors ça, je pense que les gens sont moins au courant, autour de la buvette de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a un rapport parlementaire qui a été qui a été rédigé par un député Génération, qui parlait donc de cette buvette à l'Assemblée nationale et qui disait, bon, certes, ça ramène du fric, mais c'est quand même un petit problème d'avoir sur un lieu de travail un endroit où les députés se pochetronnent, quoi, entre deux réunions. Donc, il propose de, tout bonnement, fermer la buvette de l'Assemblée, enfin qu'elle ne puisse plus vendre d'alcool, que du café. Et là, l'extrême droite a dit, genre sur la buvette, on touche pas à un espace, on touche pas au bon vin, à la bonne chère, et on touche pas à un espace de convivialité. Bah voilà, qu'est-ce que c'est encore cette gauche là qui veut nous empêcher de jouir, qui veut empêcher tous les plaisirs. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Qui veut tout réglementer, et tout réglementer, tout interdire, tu vois. Enfin. Et donc, on a fait une newsletter vendredi sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont pas évidents. Pour revenir à la question de Chine, on a été un peu choqués avec Catherine de voir, donc lors de l'ouverture du magasin, là, il y avait... c'est le BHV. C'est le BHV. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, il y a l'hôtel de ville, et il y a la rue de Rivoli. Ouais, hyper-centre de Paris, il y a la Seine, l'hôtel de ville, la rue de Rivoli qui fait 16 mètres, 18 mètres, et le BHV. Donc quand on est un élu parisien, on prend l'ascenseur, on traverse... Et on est sur le lieu de la manifestation. Exactement. Donc ils étaient tous là. Donc ils étaient tous là, les élus donc communistes, verts et socialistes. Et il y avait donc cette longue file de gens qui attendaient l'ouverture du magasin à 13h. Et les élus parisiens qui disaient en gros que c'était un scandale, que c'était... Et c'est vrai que Chine, c'est une entreprise exécrable. Enfin, je veux dire, il y a... Sur les questions écologiques, c'est absolument dégueulasse. Sur les questions des conditions de travail, c'est absolument dégueulasse. Ils font travailler des enfants, c'est absolument dégueulasse. Ils vendent, ça c'était, on a appris la semaine dernière, donc les Ouïghours, on a appris des poupées sexuelles en forme d'enfants, ça on l'a appris la semaine dernière. Et on a appris aussi en début de semaine qu'ils vendaient même des armes, notamment des poings américains interdits en France. Donc il n'y a rien qui va là-dedans, tu vois, genre bon. Mais bon, tu avais cette ligne en fait de gens qui faisaient la queue, tu vois, pour acheter des t-shirts pas chers. D'ailleurs, entre parenthèses, les t-shirts étaient plus chers dans Chine, dans le BHV, que en ligne. Et d'ailleurs, les gens ont été assez choqués, tu vois. Ils ont dit, mais attends, là, les t-shirts, ils sont à 20 balles, alors qu'en ligne, ils sont à 3. Ouais, si. Enfin, j'exagère peut-être, c'était 3 à 4 fois plus cher. Donc, ouais. Donc, les gens étaient un peu décontenancés, tu vois, par cette différence de prix. Bon. Ceci étant, donc, tu vois, ces gens, qui sont des gens qui ont quand même relativement peu de moyens, hein. C'est pas les mêmes qui vont chez Dior, hein. Ça c'est une certitude. Le BHV est devenu un magasin qui au départ était un grand magasin populaire, notamment de bricolage. Alors maintenant le bricolage a été descendu au sous-sol et il reste très fourni mais très cher. On peut tout trouver au BHV, moi je le fréquente. Ça c'était le slogan de la Samaritaine, non ? On trouve tout à Samaritaine. Oui, alors la Samaritaine, c'est devenu un magasin de luxe, mais d'ultra luxe, et un hôtel d'ultra luxe. Un restaurant d'ultra luxe. Voilà, voilà, et 20 logements sociaux, grâce à la lutte des élus parisiens. Donc, ça c'est pour la Samaritaine, mais donc le BHV, c'est quand même un magasin, de tout, de fringues et d'ameublement. Bien cher, c'est Lacoste, enfin c'est pas Christian Dior, mais enfin c'est quand même des vêtements Nike, Lacoste, etc. Enfin les trucs, c'est des trucs, le t-shirt il est plutôt à 70 balles. Voilà, c'est ça. Genre que à 5. Donc là, pour une fois, il y avait des gens qui venaient pas au BHV, qui étaient là en train de faire la queue pour aller au BHV. Et donc, il y avait cette queue, et on a trouvé... C'est vrai que c'était assez choquant, en fait, de voir ces élus qui sont de gauche, qui, pointaient du doigt en les rendant coupables. En fait, ces gens qui faisaient la queue... manifestaient contre ça, quoi. Manifestaient contre ça. Pas contre les gens. Exactement, je suis d'accord. Oui, mais parce qu'à un moment, j'ai vu, il y a un élu, je ne citerai pas son nom, qui fait comme ça,
en fait, pour parler de Chine au BHV, sauf qu'en faisant ça, eh bien, évidemment, il y avait les gens qui étaient devant, tu vois, et donc ils les rendaient coupables. Et d'ailleurs, il y a eu des micro-trottoirs de la part des... Il y a plein de médias qui ont fait des micro-trottoirs, tu vois, de gens qui étaient dans la queue, et les gens n'osaient pas montrer leur visage, alors que les manifestants le montraient, ils n'osaient pas montrer leur visage, ils avaient honte, en fait, d'aller faire leurs achats, de montrer qu'ils allaient faire leurs achats. Bah oui, et donc t'as genre TF1 qui filme les pieds des gens, tu vois, pendant qu'ils parlent, tu vois, tellement ils ont honte d'aller s'acheter 2 t-shirts. Bon. Et donc, on s'est dit, là, il y a un petit souci, quand même. Ces 2 événements, en fait, créent un petit souci, tu vois. Nous, on savait pas tous les deux comment prendre le sujet, en fait, à vrai dire. Parce qu'on n'a pas envie de trouver que Chine, c'est de la balle. Non, loin de là. Loin de là. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Je veux dire, on va pas se mettre à... moi, une dame, une maquilleuse, m'a dit un jour, mais en fait, ils s'en prennent aux pauvres. En fait, en voulant taxer les petits colis à 2 €, nous, si on achète Chine, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, en fait, ils s'en prennent en pauvres. Donc, voilà, je me suis dit, bon, certes, je vois bien le problème d'avoir tous ces vêtements qui sont acheminés par avion depuis la Chine. Et puis, si vous achetez 5 t-shirts, vous avez 5 colis. Donc, je vois bien qu'il y a un souci. Et en même temps, je ne peux pas me dire tranquillou, tant pis pour elle, quoi. Elle n'achètera pas chez Chine et puis elle a qu'à économiser pour pouvoir se payer un t-shirt Lacoste. Non, mais surtout, en fait, que cette image, en fait, qui maintenant commence à coller comme un chewing-gum à la chaussure de la gauche, que nous sommes des peines à jouir, nous sommes des censeurs, nous voulons interdire à la fois le sapin de Noël, le Tour de France, genre de manger de la viande, des barbecues, et c'est une image. Je dis pas que c'est la réalité totale, en fait, de la proposition de la gauche, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui devient, genre, de plus en plus fort. Et de l'autre côté, l'extrême droite, elle, exploite en fait ça, en disant « Ah, regardez, à gauche, ils veulent vous empêcher de manger de la viande sur des barbecues avec un sapin de Noël et avec des t-shirts Chine. Et nous, on vous propose en gros, de simplement, en fait, de prendre du plaisir. Et le plaisir simple, en fait. Ce qui est, genre, à la fois d'une vulgarité, enfin, c'est vulgaire, comme on dit, c'est grossier, en fait, comme façon de se positionner. Le seul problème, c'est que c'est assis maintenant sur une certaine réalité. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de combats en fait qui visent à interdire, la possibilité aux gens assez salauds de pauvres, tu vois, de avoir des plaisirs en fait, le plaisir du dimanche de se faire un barbecue ou le plaisir de commander sur Chine. Il y a un petit truc que c'est toi qui l'as rajouté dans la newsletter, même si c'est moi qui l'avais rédigé. T'as dit, je vais te citer, la gauche ne gagnera rien en culpabilisant ceux qui veulent encore participer à ce monde. Ça, c'est moi qui l'avais écrit. Et toi, tu as rajouté, qui est aussi celui de la consommation. Ben oui. Et c'est vrai. Et en fait, il faut prendre acte qu'en fait, on est dans un monde capitaliste, tu vois, où la possibilité, en fait, de jouissance, de prendre du plaisir, voire, dans une certaine mesure, de participer, d'avoir du bonheur, tu vois, passe aussi par la consommation, pas la plus éthique possible, pas la plus écologique possible, tu vois. Et que ça, c'est quand même important de l'avoir à l'esprit. Bien évidemment, la gauche doit en fait se positionner sur la question de la transformation en fait de ce monde. En revanche, elle ne peut pas s'attaquer à ce qui fait, parce que ce qui devrait être un de ses moteurs, c'est-à-dire la joie, le plaisir, le bonheur. Et là, il y a une espèce de tension, en fait, qui est mal, je trouve, pris en considération par une partie de la gauche, tu vois, qui se dit, bon, bah, c'est pas grave. En fait, le bonheur, le plaisir, le machin, on verra plus tard, tu vois, vaut mieux. L'urgence écologique, l'urgence sociale, c'est plus important. Ouais, c'était pas tout à fait ça que j'avais en tête, en fait. C'est que... on peut avoir d'autres... moi, je suis pas une super consommatrice. Je consomme pas énormément de trucs parce que... je sais pas, c'est pas tellement mon kiff, quoi. Et donc, je pense qu'on peut travailler à ça, et je suis plutôt contente de ne pas être intoxiquée par ça. Et de m'en dégager, mais c'est pas c'est un travail, c'est une alternative à construire. On ne peut pas faire reproche à ceux qui sont devant une société qui leur offre sans arrêt
des objets à consommer et d'en être exclu. Moi, je suis pas exclue. Je pourrais consommer, je pourrais m'acheter des t-shirts. Je le fais pas, ça m'intéresse pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une déconstruction qu'on ne peut pas renvoyer simplement aux individus. Aux personnes, à chacun aurait à faire son propre cheminement, je ne sais pas quoi. C'est des questions qui sont plus sociales que ça. C'est pour ça qu'on a parlé aussi dans la newsletter, on renvoie à cette revendication de réduction du temps de travail qui a été formulée en Allemagne par l'idée que ça donne du temps pour faire l'amour ou du temps pour faire une promenade. Et c'est une autre façon de raconter la vie, pas simplement de manière quantitative et abstraite, pas simplement le pouvoir. Elsa Fossillon, souvent, n'aime pas parler du pouvoir d'achat, elle dit elle veut pouvoir de vivre. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de pouvoir acheter, c'est de pouvoir vivre. Et je trouve qu'il faut je pense qu'il faut chercher une autre manière de se construire des rêves, des imaginaires qui nous détachent de cette consommation. Mais ça ne peut pas être renvoyé à chacun. C'est une histoire sociale dans laquelle la gauche, dans sa diversité, les artistes, les intellectuels, etc., ont leur place à prendre. Moi, la deuxième chose qui me semble très important de dire, c'est que là encore, on a mis en cause les consommateurs, alors que, en fait, il y a quand même une question, c'est ceux qui produisent cela, ils ne sont pas sous le contrôle des consommateurs. D'ailleurs, je n'ai pas tellement vu de manifestations de tous nos élus de gauche contre Nike, Adidas, Dior et compagnie, qui produisent dans exactement les mêmes usines que Chine. Je veux dire, c'est très bien renseigné tout ça. Ils ont laissé faire. En tout cas, ils ne se sont pas mobilisés. Certains, oui. Hein. Franchement, Raphaël Glucksmann. Ah bah oui, Raphaël Glucksmann. Ah bah tout à fait. Raphaël Glucksmann, c'est d'ailleurs en recherchant, c'est lui qui avait fait une tribune au mois d'octobre pour dire justement ce que je vais dire là, c'est que il y a eu au Parlement, enfin la Commission européenne et au Parlement européen une directive qui donne la responsabilité aux donneurs d'ordre, c'est-à-dire qu'en fait une entreprise est responsable de ce que font les sous-traitants. Si elle exploite les enfants, si elle compromet la santé des salariés, si elle détruit la planète, etc., etc., la principale entreprise ne peut pas être des responsabilités par rapport à ça. Eh bien, au nom de « y en a marre de toutes les normes et on va faire de la simplification », la Commission européenne a proposé un truc qui s'appelle « Omnibus », dans lequel il y a plein de trucs rassemblés pour la simplification administrative et normative. Emmanuel Macron himself a dit qu'il fallait arrêter avec cette connerie, d'avoir cette responsabilité des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants. Et donc, voilà TIPA que nos présidents et notre chef de la Commission européenne essayent de remettre en cause ce qui, normalement, doit être transcrit dans le droit national en 2026 pour devenir effectif en 2027. Et donc, il y a un combat là qui se mène. Je veux dire, on met en cause Chine, alors que dans le même temps, on retire les fondements légaux pour dire non, on ne peut pas être irresponsable par rapport aux conditions de travail et à la dégradation de la nature. Et ceux qui sont là à mettre en cause les salauds de pauvres sont ceux qui, pas exactement tout n'est pas exactement superposé, mais enfin toute la droite et l'extrême droite a voté au Parlement européen contre le maintien de... Alors, le Parlement européen, par 318 contre 302, pour l'instant, a maintenu le fait qu'il y aurait cette obligation de responsabilité des entreprises donneurs d'ordre, mais ça revient en discussion au mois de novembre. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose d'énorme de voir toutes ces belles âmes, et notamment la ministre de je sais pas quoi, de l'écologie, du petit commerce, etc., qui sont les ministres d'Emmanuel Macron, qui viennent faire du ramdam sur les plateaux télé, alors que le représentant de la France
en Europe demandent qu'il en soit, que ce soit retiré. Donc il y a quelque chose, il y a ce que tu dis sur la gauche qui apparaît comme accusant accusant les pauvres d'avoir des plaisirs indignes, de vouloir faire de la voiture, voilà tout ce que tu as énoncé. Et puis, par ailleurs, là où on peut structurellement jouer sur le fait qu'on ne dégrade pas l'environnement, ou qu'on n'avilise pas les gens et qu'on n'exploite pas les enfants, etc., bah sur ça, on ne fait rien, quoi. Donc, l'hypocrisie de ce discours est assez insupportable. Hein. Et je trouve qu'on a du mal à s'en sortir. On disait tout à l'heure, la gauche était... Alors, il y a ceux qui sont allés manifester, puis il y a toute une partie, alors par exemple, du côté de la France insoumise, qui n'a rien dit. Et je pense que ce silence était parce qu'ils ont dû avoir la même malaise que nous, de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne va pas se mettre à accuser les gens qui vont acheter des trucs à 3 balles d'être des destructeurs de la nature. Donc ils n'ont pas su prendre le truc. Je pense qu'il y a un vrai sujet de remettre les choses dans le bon sens, quoi. Ouais, moi j'ai 2 petites choses à dire. La première, c'est sur cette histoire de sous-traitance, parce qu'en fait, c'est une histoire qui est très intéressante. C'est que dans les arguments de ceux qui disent que cette directive, elle n'a pas de sens, donc Macron, Ursula von der Leyen et tout, tu vois, ils disent... Bah, mais en fait, c'est trop compliqué, en fait, de savoir d'où ça vient. Ouf. Et attends, non, mais ça, c'est un... J'avais un pote... Pitié, si on est capable de le savoir, vas-y. Non, mais justement, j'avais un pote, c'était il y a une dizaine d'années, c'était son premier poste, il était chez Carrefour. Son travail, c'était de prendre les produits qui étaient vendus dans les grandes surfaces à Paris, en France, et d'essayer de savoir d'où ça venait. Alors, il me disait, en gros, tu prends une viande... Là, ça va, je peux savoir d'où elle vient. Tu prends les légumes, parfois on a un petit doute, tu vois, à certains niveaux, surtout quand ça vient de loin. Il disait par contre, dès que tu prends un produit manufacturé, mais tu prends un truc tout bête, mais tu prends du sucre, tu prends la boîte en carton, il dit mais là, pour savoir d'où vient le carton, exactement. Enfin, c'est-à-dire que toutes les strates, parce qu'en fait, c'est des réunions de machins. Oui, ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur. Il dit, tu prends un jouet. Non, mais en fait, entre la vis, le machin, le plastique, le truc, la couleur, en fait, tout vient d'endroits différents. Et donc, il dit, mais on parle de centaines et centaines d'endroits pour faire, genre, globalement, un petit tracteur. Hein. Enfin, il dit, du coup, c'est très, très compliqué pour nous, en tant que vendeur final, d'avoir la main sur toute la chaîne de sous-traitance, tu vois. Et ce qui est un énorme problème, enfin, en vérité, tu vois. Je comprends. Et donc, lui, c'était un poste en interne chez Carrefour pour essayer de savoir d'où venaient les trucs qu'il vendait chez Carrefour. Donc voilà, donc c'est quand même, c'est pas un petit sujet dans la mondialisation genre énorme à laquelle on fait face, tu vois. Enfin, donc il y a des moments en fait où ils perdent la trace, et ils savent plus d'où ça vient. Bon, ça c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'ils jouent très souvent. Bah, bien sûr. Ah bah on savait pas. Comment voulez-vous qu'on sache qu'il y avait des enfants ouïghours qui travaillaient pour faire des petites poupées, on savait pas. Ou des chaussures Nike. Ou des chaussures Nike, exactement, on savait pas. Voilà. Donc ils jouent là-dessus sur cette absence de transparence. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la question de la désirabilité du projet de la gauche est quelque chose de très importante. Et je prends toujours cet exemple, mais au moment de la Première République, il y a eu des débats pour essayer de savoir s'il fallait ou pas interdire l'école privée, tu vois, et qu'il n'y ait qu'une école républicaine, publique, pour tout le monde, tu vois. Et donc, dans le cadre de ces débats, tu vois, enfin des écoles catholiques, pardon, c'était des écoles catholiques, tu vois, mais du coup qui étaient en dehors du giron républicain. Ils ont pensé à ça dès le début, dès le 1789-90. Et la conclusion, c'était de dire, oui mais c'était dans les débats quoi. Et ils ont réfléchi puis ils ont dit non, ce qu'on va faire, c'est on va rendre l'école publique tellement bien qu'elle sera plus désirable en fait que l'école catholique. Et donc tout le monde voudra aller dans l'école publique parce que tellement elle sera bien, tu vois. Et c'était ça la proposition. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas interdit l'école libre, enfin l'école privée, l'école catholique à ce moment-là. Et moi je pense que en vrai, de ces réflexions et de cette conclusion, on devrait s'en inspirer pour tout. C'est-à-dire que
effectivement, il y a un modèle, tu vois, par exemple, du sapin de Noël qu'on coupe, et après on met des boules dessus, tu vois, et c'est pas super en fait de couper un sapin de Noël pour des raisons écologiques, mais il faut qu'on, la force de la gauche, ça doit être de faire une ok de faire des sapins de Noël en quantité non plus, hein, je te dirais exactement. Franchement. Non mais attends, la proposition de la gauche, ça doit être de dire, ok, on va proposer une alternative, non pas par l'interdiction, mais par quelque chose qui est plus désirable, tu vois, et qui va prendre le pas, en fait, sur, des sapins de Noël qu'on coupe. Ça vaut pour le Tour de France. Moi, je suis là, très bien. Sébastien, notre DA, il avait transformé son bananier chez lui en sapin de Noël. Je n'étais pas convaincue. C'était pas désirable. C'était totalement dégueulasse. Non mais tu vois, l'idée en fait que par exemple tu trouves que le Tour de France là c'est une catastrophe parce qu'il y a trop de gens qui se déplacent, il y a des hélicoptères et tout, donc ça pollue, puis c'est que des hommes qui font du vélo, tcha. Ok, très bien. Et ben moi je dis si tu trouves pas ça super, fais-moi une autre proposition en fait de grande messe populaire qui est capable de réunir autant de Français et autant de gens dans le monde. Vas-y. Franchement, c'est chaud, hein, va falloir que tu te lèves tôt le matin pour inventer un truc comme ça et le construire et le mener à bien. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Pas l'interdiction. Si tu interdis aux gens de manger du saucisson, de manger du vin, de boire du vin et de regarder le Tour de France et de regarder la Coupe du Monde au Qatar, bah franchement, la gauche peut rentrer chez elle. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont nous regarder. Hein, et d'ailleurs, c'est parfois un peu comme ça qu'ils nous regardent en disant, mais allez vous faire voir. Enfin, vous êtes vraiment des peines à jouir. On va boire un coup. Allez, on va boire un coup. Salut. À la semaine prochaine.